Concernant le séminaire 20 ans de l'École normale supérieure de Lyon, Lettres et Sciences humaines, nous accueillons dans quelques instants Pierre-François Moreau, philosophe, qui nous parlera de l'évolution de la philosophie depuis les années 90 et de l'arrivée à l'École normale ici à Gerland. Pierre-François, bienvenue. Je remets mon masque. Je ne te sers pas la main. Tu ne me sers pas la main. Nous avons quelques minutes avant le début de ta conférence à 14 heures pour parler de cette installation de LSH. Dans un papier sur le bulletin des anciens élèves, tu as écrit un papier « Les philosophes débarquent à Gerland ». J'imagine que les mots sont choisis. Dis-nous-en un peu plus. Ah oui. L'année 2000, dans l'Hexagone, enfin dans la figure géométrique qui représentait les bâtiments de l'école, qui était inachevée à ce moment-là, c'est une impression à la fois mitigée et quand même enthousiasmante. Mitigée parce que effectivement, on marchait dans la boue, rien n'était en place, mais enthousiasmante parce que, d'une part, il y avait des gens qui nous attendaient dans la région Rhône-Alpes. Alors, certains plus, d'autres moins, mais finalement, pour les philosophes, c'était plutôt plus. Et puis, nous avons eu assez vite des instruments de travail. La bibliothèque, ENS Édition, c'est-à-dire pour LSH, ce qui est important pour nous, les livres, eh bien, on les avait, on pouvait travailler avec, on pouvait commencer à publier. Donc, au fond, dès le début, dès l'arrivée, nous avons eu de quoi travailler. Mais tu parles de mon article dans le bulletin, je crois qu'il faut lire l'ensemble du dossier dans le bulletin, parce qu'il représente l'ensemble des perspectives variées qu'on a pu avoir, que les enseignants et les étudiants ont pu avoir à ce moment-là, au moment du transport depuis Fontenay-Saint-Cloud jusqu'à Lyon. Et c'est intéressant aussi de voir ce qui s'est passé en 20 ans, en quoi l'école s'est transformée, pas seulement par la fusion avec les scientifiques durs, mais aussi par son insertion de plus en plus grande dans Lyon même, dans la région Rhône-Alpes, et aussi dans toute une série de relations nationales et internationales qui ont donné aux disciplines peut-être plus de visibilité et plus de productivité qu'elle n'en avait auparavant. Une activité de plaque tournante, quelque part, parce que quand je vois le nombre de conventions, le nombre de liens, le nombre d'initiatives que l'école a à la fois en région et sur le territoire, c'était déjà le cas, ça s'est beaucoup amplifié. C'était un peu le cas à Fontenay-Saint-Cloud. Ça s'est beaucoup plus développé, entre autres parce qu'on a plus d'argent. On y revient. Je suis désolé de cette philosophie matérialiste on y revient. Qui va choquer le grand spiritualiste que tu es, mais de fait, ça joue un rôle. Ça suffit pas, mais ça joue un rôle. Et si on regarde l'ensemble des colloques et des manifestations qui ont été organisées depuis cette arrivée en octobre 2000, effectivement, ça a donné une plus grande importance au dialogue à la fois entre les disciplines, entre les établissements et entre les différentes traditions nationales. Alors, je suppose que c'est pareil dans d'autres disciplines, mais dans la mienne, je vois très bien. Il y a une tradition nationale de philosophie en France, il y en a d'autres en Allemagne, en Italie, un pays anglo-saxon. Elles ont des points communs, elles ont des divergences, et on arrive à les analyser et éventuellement à les surmonter qu'en se rencontrant, en travaillant ensemble, pas seulement dans des colloques, mais aussi en faisant des livres ensemble, ou en répondant à des articles les uns des autres. Et ça, je crois que depuis 20 ans, ça a pris une vitesse particulièrement plus forte, parce qu'on avait les moyens et qu'on avait la volonté. À l'international également, non ? On a été plusieurs fois ensemble chez nos voisins suisses, mais oui. L'activité est renforcée également sur ce Tout à fait. Il y a un certain nombre de pays, enfin pour les philos, c'est la Suisse, l'Italie, l'Allemagne, le Canada et les États-Unis, et le Brésil. Il y a d'autres pays que j'oublie certainement, mais il y a un certain nombre d'endroits. Je veux dire, l'important, c'est pas seulement d'avoir un point de chute à un moment, un doctorant qui vient ou un doctorant qu'on envoie ou un colloque ensemble. L'important, c'est d'avoir une relation qui dure longtemps, qui se développe et qui éventuellement continue quand le professeur avec qui on était en lien prend sa retraite et que son successeur
à son tour, assume, envoie à son tour des doctorants, fait à son tour des numéros de revues ensemble, etc., etc. Et je dois dire que pour ça, le fait qu'il y ait des revues à l'école, c'est important parce qu'on peut y faire écrire nos collègues étrangers et on peut faire des dossiers avec eux. Est-ce que maintenant nous passons, donc temps est venu, je dois dire quelques mots sur le séminaire 20 ans, contributions et perspectives, pour rappeler, avant de laisser la parole à Pierre-François Moreau, qu'il y aura jusqu'en juillet 9 conférences ou tables rondes, à raison d'une toutes les 3 semaines, et que ce sera toujours le jeudi à 14h, et re-regardable, bien sûr, en se connectant sur le site de l'école. Voilà, Pierre-François, ce coup-ci, je te laisse vraiment la place. Bien, maintenant que je suis seul, je peux enlever mon masque. Je rappelle tout d'abord que à la fin de cette présentation, il vous sera possible de poser des questions par le système du chat, qui me seront transmises. J'y répondrai si je peux. Vous connaissez la formule, quand un philosophe a fini de vous répondre, on se demande quelle question lui avait posée. Donc on fera l'expérience. J'avais proposé comme sujet la philosophie à l'ENS-LSH. Alors, j'ai fait comme si ce thème allait de soi, mais LSH, lettres et sciences humaines, ou SHS, sciences humaines et sociales, il faut se rendre compte de quelque chose qui ne va pas de soi du tout, ou du moins qui n'allait pas de soi du tout il y a quelques décennies. Autrefois, on disait les sciences et les lettres. Il y avait dans les universités les facs de sciences et les facs de lettres. Ces abréviations LSH et SHS n'existaient pas. Alors, c'est pas du tout un hasard. C'est pas simplement un changement terminologique. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose d'essentiel dans ce dernier demi-siècle, quelque chose d'essentiel dans la géographie de l'université française, et pas seulement française, et quelque chose d'essentiel qui a concerné la philosophie, parce que la philosophie se définit aussi par ce qui est à l'extérieur d'elle. Elle s'est trouvée prise dans un paysage à la fois théorique et institutionnel qui a changé profondément. Quand on se demande ce qu'est la philosophie, on se demande par rapport à quoi elle se définit. Or, on est donc passé d'une question qui était quel est le rôle de la philosophie dans une culture essentiellement littéraire, quand on était dans les facs de lettres. On est passé à une autre question, quel est le statut de la philosophie au milieu des sciences humaines et sociales? Ça n'est pas rien, ça change même tout. Autrefois, et c'est un autrefois qui à certains égards dure encore, il y avait une tradition de l'immersion de la philosophie dans une culture scolaire et universitaire qui a longtemps été à dominante littéraire et rhétorique. Et ça avait des effets sur la forme de la philosophie elle-même. On avait en France des philosophes qui étaient des écrivains, que l'on jugeait à leur style, qui avaient parfois eux-mêmes une œuvre littéraire. Regardez les romans, les pièces de théâtre de Jean-Paul Sartre ou de Simone de Beauvoir. Ou qui aussi, quand ils faisaient des analyses philosophiques, prenaient leurs exemples, puisaient leurs exemples dans la tradition littéraire, et à juste titre, puisqu'ils avaient cette tradition en commun avec leurs lecteurs. Si un philosophe voulait expliquer ce qu'étaient les passions, par exemple, il lui était beaucoup plus facile d'aller prendre des exemples dans un roman de Marcel Proust que dans les œuvres de Kant, parce qu'il y avait beaucoup plus de chances que ses lecteurs non-philosophes connaissent Proust plutôt que Kant. Et même sans doute, c'était le cas d'un certain nombre de lecteurs philosophes aussi. Donc, voilà, on était philosophes immergés dans un monde, dans une institution à dominante littéraire.
c'est pas un mal ou un tort du tout, simplement, c'est une caractéristique qu'il ne faut pas oublier. Je prends un exemple très simple. Quand on regarde la phénoménologie, qui est une discipline qui nous est venue de l'étranger, d'Allemagne, il y a eu une phénoménologie française, et je n'ose pas dire une phénoménologie à la française. Si on compare l'écriture de Husserl et celle de Sartre ou Beauvoir ou Merleau-Ponty, on est immédiatement frappé par le contraste. On a l'impression de changer totalement d'univers. On se retrouve dans un univers, effectivement, d'écrivains. Ça veut dire, notamment, que le rapport des philosophes à l'expérience humaine était médiatisé par ce qui passe de cette expérience dans l'expérience littéraire, c'est-à-dire un rapport à la subjectivité, un rapport à l'individuel, au particulier. Ça a pu d'ailleurs donner chez certains philosophes une forte tendance à écrire des essais brillants, bien rédigés, intelligents, plutôt que des traités forts et rigoureux. Cette tendance à l'essayistique a été une des marques de fabrique de certaines écoles de la philosophie française. Alors, quel est le rôle de la philosophie maintenant au milieu des sciences humaines et sociales ? Ça change tout parce que ces sciences humaines ont d'autres modèles, d'autres normes d'écriture, d'autres règles de démonstration et de vérification. Alors ici aussi, on a un rapport à l'expérience humaine, mais sous d'autres médiations. Disons, pour faire très vite, sous celles qui tendent à l'objectivation plutôt que la subjectivation. Bon, en fait, bien entendu, quand je dis que il y a eu un changement énorme sur le plan théorique institutionnel, c'est un changement comme on les connaît bien à l'université, c'est-à-dire un changement où ce qui a été dépassé demeure encore. Donc il existe encore un rapport à la littérature, un rapport à l'attitude littéraire, et même, je crois, chez certains philosophes, le retour à la littérature, le retour à une écriture de type littéraire peut être une manière de se défendre ou d'affirmer son individualité, d'affirmer sa spécificité face justement à ce qu'ils considèrent comme trop objectif, trop statistique, trop dépersonnalisé dans les sciences sociales. Donc, en réalité, les deux courants continuent à exister. Mais il faut bien être conscient qu'il y a eu quand même, dans les dernières décennies, une variation, un glissement dans la représentation que la philosophie a d'elle-même à partir de son rapport avec son étranger. Alors, tout cela pour nous dire que la philosophie, c'est pas une idée quelque part dans le ciel, comme voudraient peut-être le croire certains philosophes, c'est quelque chose qui est partie prenante dans des institutions, qui est elle-même institution, et une institution très déterminée. L'institution philosophique française ne ressemble pas à l'institution philosophique italienne, allemande ou anglo-saxonne. Ne serait-ce, par exemple, que par le fait que, en France, la plupart des gens qui font des études ont un contact avec la philosophie d'abord en terminale, et ensuite, s'ils veulent, dans le supérieur. Donc, enseigner la philosophie, c'est enseigner soit dans le supérieur, soit dans le secondaire, et enseigner dans le supérieur à des gens qui seront professeurs dans le secondaire. Ça donne une configuration tout à fait particulière aux formes de transmission de la discipline, c'est-à-dire aussi aux formes d'élaboration qui ne sont pas indépendantes des formes de transmission. Alors, ça vaut la peine de se demander comment se construit une institution. Une institution comme la philosophie, comme l'institution philosophique, je dirais qu'elle dépend de deux choses. Elle dépend à la fois de sa place dans le paysage général, ce que je viens de dire, mais en même temps, non seulement de ce qu'elle doit à ce paysage général, la philosophie à la française, mais aussi à la place que ce paysage lui assigne à elle particulièrement. C'est-à-dire quelle place l'institution philosophique universitaire assigne-t-elle à la philosophie à l'école normale supérieure. Alors, on peut regarder les deux. L'institution philosophique française, elle s'est créée, en gros, dans les années 1820-1840, sous l'impulsion de Victor Cousin. C'est là que tout se met en place. Les concours, l'école normale, les manuels, le type de cours, le type de contenu qui est filtré par les programmes des écoles et par les programmes d'agrégation et par les programmes des classes terminales qui reflètent d'une certaine façon ou qui induisent les programmes du supérieur. Donc,
à la fois du point de vue du contenu et du point de vue des formes qui règlent ce contenu ou qui sont réglées par lui, c'est à ce moment-là que tout se met en place et que finalement on voit assez peu changer dans les 2 siècles qui suivent. Alors qu'est-ce que c'est cette institution philosophique dont nous avons hérité? C'est une institution qui est fondée sur la rhétorique, je l'ai dit tout à l'heure, et qui est encore imprégnée de rhétorique. Donc, en quelque sorte, par 2 fois, la culture rhétorique est présente du côté de la philosophie. Elle est présente une fois à l'extérieur d'elle, parce que, je le disais tout à l'heure, elle est immergée dans une culture littéraire, et elle est présente une 2e fois à l'intérieur, parce qu'elle a été créée par des gens qui sont des rhéteurs et des professeurs de rhétorique. Alors c'est une critique que les adversaires de Victor Cousin et de son école lui ont souvent fait, mais très souvent, ceux qui font cette critique ont eux-mêmes réinstauré des formes rhétoriques. Et très souvent, les modèles de démonstration philosophique et les modèles scolaires qui vont avec, l'explication de texte, la dissertation, etc., sont inspirés de ces anciennes traditions rhétoriques. Donc, à la fois dans les contenus, dans les formes de raisonnement, dans les formes de preuve, par exemple, dans le très faible poids accordé à l'érudition, ce qui nous distingue de nos collègues allemands ou italiens, pour prendre un exemple qui est flagrant, dès qu'on va un peu à l'étranger. Ça ne veut pas dire que les philosophes sont pas érudits, il y en a qui le sont, mais l'institution ne l'est pas. C'est-à-dire ce qu'on attend institutionnellement d'un philosophe, ce n'est pas qu'il soit un érudit, et au contraire, on a plutôt tendance à penser que s'il commence à l'être un peu trop, il n'est plus un philosophe. Et je parle d'expérience. J'ai été membre du jury de concours, j'ai corrigé dissertation, et j'ai siégé au CNU et au Comité national pour la recherche scientifique. J'ai vu sur quels critères on dit qu'un tel, ce n'est plus un philosophe, il en fait trop, etc. etc. Donc voilà les 2 aspects, je dirais, de la philosophie, la philosophie telle qu'on l'hérite de l'institution. Et maintenant, l'autre aspect, l'institution à l'école. Qu'est-ce que c'est, en plus de faire de la philosophie dans une école masse supérieure? Alors je dirais que quand on arrive à Lyon en 2000, on a un passé, on a un double passé. Un passé relativement ancien, depuis 45-50, et un passé récent, disons les 10 dernières années. Alors, le passé ancien, il a 2 forces, 2 points où les philosophes excellaient, et 2 faiblesses, qui sont un peu l'envers de ces forces. La première force, c'est que les philosophes des ENS sont très très bien placés dans ce qu'on pourrait appeler l'explication des systèmes philosophiques. Et bien entendu, alors, ça répond certainement à leur conception de la philosophie, ça répond à leur culture particulière, mais ça répond aussi massivement à l'institution. Parce qu'est-ce que l'institution philosophique attend de spécifique des ENS? C'est qu'elle prépare leurs élèves à l'agrégation. Or, qu'est-ce que c'est que l'agrégation de philosophie? C'est la capacité, c'est le jugement sur la capacité d'exposer un certain nombre de grands systèmes philosophiques. Et à côté de ça, d'utiliser ces systèmes philosophiques aussi dans des dissertations générales, dans lesquelles chacun des systèmes philosophiques vient prendre la place d'une position argumentaire qui sera ensuite dépassée par une autre, etc. Donc on pourrait dire l'agrégation, c'est d'un côté de l'histoire de la philo et de l'autre de la philosophie générale, mais ce n'est pas vrai. C'est d'un côté de l'histoire de la philo en personne et de l'autre côté de l'histoire de la philo masquée, dissimulée sous forme de philosophie générale. Donc, je vais citer 2 noms. J'éviterai de citer des noms de personnes encore présentes dans l'école, mais des gens qui sont maintenant disparus. Martial Guéroult et Alexandre Materon ont remarquablement incarné cette façon magistrale de reconstituer les grands systèmes philosophiques du passé, d'en montrer la structure, de montrer comment l'argumentation est fabriquée, de montrer aussi, alors justement contre l'essayistique, contre la tendance superficielle à rapprocher trop les philosophies du simple bon sens, à montrer comment les termes des systèmes philosophiques ont une technicité. Et comment, par exemple, le terme de volonté chez Descartes, chez Spinoza, chez Leibniz, chez Gassendi, ce n'est pas le même. Comment il veut dire à chaque fois autre chose, parce qu'il tire son sens, non pas du langage courant uniquement, mais aussi
de la structure que lui donne le système sur lequel il est appuyé. Ce qui fait que parler des rapports entre la volonté et l'imagination, par exemple, ou entre la volonté de l'entendement et l'imagination, ce qui est un des problèmes classiques de la philosophie telle que nous en héritons, ça n'est pas quelque chose qu'on peut traiter au ras de l'expérience ou au ras du langage naturel, c'est quelque chose qui, dans chacune des grandes constructions philosophiques du passé, tire un sens précisément de la définition propre de la volonté, de l'imagination, de l'entendement, et de la façon dont ces concepts s'articulent entre eux et donc contribuent à se définir les uns les autres par leur proximité. Donc, cette exposition des grands systèmes philosophiques, qui a été, je pense, une des grandes spécialités de notre école, d'une part, elle est liée effectivement à cette assignation particulière des ENS à l'agrégation, et elle a pour avantage énorme d'être une école de rigueur, d'apprendre à distinguer entre la technicité du sens et la multiplicité des significations, d'apprendre à reconstruire rigoureusement des arguments, d'apprendre que ce qui fait la solidité d'un système, ce n'est ni une pseudo-évidence commune, ni la facilité de ses arguments, mais au contraire, comme dans une architecture, l'ensemble des piliers qui font tenir le monument et qui sont peut-être plus importants même que les thèses que le philosophe défend. Alors c'est important, je dirais, parce que ça défend la philosophie contre deux tendances qui la menacent. D'une part, celle que je citais tout à l'heure, l'essayistique, et puis d'autre part, une tendance qui a existé beaucoup dans la philosophie française, d'ailleurs aussi, c'est d'essayer de substituer la philosophie aux sciences, c'est-à-dire de dire que la philosophie c'est la reine des sciences, tant mieux pour elle. Et donc, en un sens, elle peut se passer du contenu des sciences, puisqu'elle sait d'avance mieux ce que les sciences vont dire. Or, en insistant sur le fait que la rigueur de la philosophie, ce n'est pas la rigueur des sciences. C'est une rigueur qui est propre à l'analyse des textes et à la construction de systèmes. C'est un élément qui, précisément, met en garde le philosophe contre la confusion entre sa propre discipline et les disciplines scientifiques. Ça n'exclut pas qu'il y ait un rapport avec elle, on va en reparler, mais ça exclut que ce soit un rapport impérialiste. Alors ça, c'est la première des forces que je citais. Cette force, elle avait immédiatement comme contrepoint, comme revers de la médaille, une faiblesse. À partir du moment, je crois que c'est très clair, par exemple, dans les livres de Martial Guéroult, pour qui j'ai pourtant la plus grande admiration. À force de considérer la philosophie comme la série de systèmes philosophiques dont chacun a sa propre structure, qui ne valent que par la solidité et la systématicité de leur construction, on est amené à laisser de côté un certain nombre de choses. Et là aussi, c'est encore chose d'assez institutionnel, parce que les problèmes d'agrégation, c'est Platon, Descartes, Kant, puis l'année suivante, on change, Aristote, Malebranche, Spinoza, Hegel. Au fond, on a une quinzaine de noms et ça s'arrête là. Donc, le revers de la médaille de l'architectonique des systèmes, c'est de laisser hors de la pensée philosophique tout ce qui n'est pas les grands systèmes, c'est-à-dire de rejeter toutes les grandes polémiques, toutes les grandes controverses qui ont permis au système de se constituer, qui est de rejeter tous ceux qu'on considère un peu complaisamment comme des minores, les auteurs de seconde zone, qui souvent sont ceux qui ont mis sur le devant de la scène tel concept ou qui ont établi le lien entre telle notion et telle avancée scientifique ou politique ou religieuse du moment. Ce sont ceux qui ont amené les matériaux avec lesquels les systèmes ont été construits. Et puis, je disais que cette philosophie comme exposition des grands systèmes, elle était évidemment liée aux exercices que sont la dissertation et l'explication de texte. Ça laisse de côté autre chose, qui est ce que j'appellerais la conscience philologique. Les philosophes français en général, et je crois que ceux des ENS n'ont pas établi de grandes différences pendant très longtemps, les philosophes français sont capables d'avoir une grande conscience systématique,
D'avoir aussi une grande conscience textuelle. Nous savons faire des explications de texte. Nous savons qu'un système existe à travers les textes où il prend forme. Nous savons que finalement un système, ça n'est pas autre chose que la réalisation d'une puissance de pensée dans un certain nombre de textes incontournables. Mais traditionnellement, les philosophes français ne se demandent pas comment le texte est produit. Et là, je vois bien la différence avec les Italiens, les Allemands ou les Néerlandais, qui, au fond, eux aussi, ont des traditions non seulement philologiques, mais des traditions éditoriales beaucoup plus fortes que les nôtres. Avoir, face au texte philosophique, non seulement une conscience systématique et une conscience textuelle, mais avoir une conscience philologique, ce serait se demander, le texte que j'ai sous les yeux, comment il est arrivé là? Qu'est-ce qu'il a produit? Souvent, les philosophes français font comme si le texte était transparent. Descartes a pensé ça, et j'ai le texte devant moi. Pascal a pensé ça, et voilà, j'ouvre le livre. C'est pas vrai, évidemment. D'abord parce qu'il y a des textes qui sont publiés posthumes, par les sœurs, par les beaux-frères, par les amis bien intentionnés. J'ai l'air de plaisanter, mais les amis du philosophe, souvent, ils écrivent 10 ans ou 20 ans après, c'est-à-dire dans une conjoncture scientifique qui a changé. Donc ils ont d'autres adversaires. Et donc leur façon d'éditer le texte peut être différente. Ils pensent à d'autres problèmes et donc ils mettront d'autres choses en avant. Et par exemple, quand ils choisiront des choses dans la correspondance, ce qui leur paraîtra important et publiable, ce sera peut-être pas ce qui aurait semblé à l'auteur publiable et important. Donc, avant même que le livre, que la pensée de l'auteur arrive devant nos yeux sous forme d'un livre, elle a subi un certain nombre de transformations. L'auteur lui-même a fait des brouillons, a fait plusieurs versions de son texte, etc., etc. Et finalement, il y a des décisions qui ont été prises pour transformer son texte en livre que nous ne maîtrisons pas. Il y a des tas de gens entre l'auteur et le livre que nous lisons, dans la maison d'édition, qui a ses propres règles de publication, ne serait-ce que pour diviser un texte en paragraphes. Mais ça change tout. Prenez n'importe quel texte de Descartes, et diviser un paragraphe en 3 paragraphes différents, et vous verrez que spontanément, il aura l'air de dire autre chose. Eh bien, la conscience philologique, c'est ça. C'est être conscient que le texte devant nous n'est pas un donné, mais que c'est un produit. Et ce que je lis là pour les textes français, c'est évidemment encore plus fort pour les textes étrangers. Les textes écrits en latin, en grec ou dans des langues modernes, nous les lisons comment? Nous les lisons dans le texte même ou nous les lisons en traduction? Et même si nous les lisons dans le texte, dans quelle mesure maîtrisons-nous la langue dans laquelle ils sont écrites? Dans quelle mesure savons-nous nous faire, par exemple, la différence entre les termes techniques utilisés par Platon ou par Hegel et les termes du langage courant qu'ils utilisent aussi et qui souvent affleurent en termes techniques? À quel moment nous savons faire la différence? À quel moment savons-nous repérer une expression de la langue commune qui apparaît au milieu des concepts philosophiques? À quel moment nous laissons-nous tromper par ce mélange du commun et du technique? C'est loin d'être évident, et c'est quelque chose, encore une fois, qui ne va pas de soi, et à quoi n'est pas forcément attentif le philosophe qui s'intéresse seulement à l'histoire des grands systèmes pour eux-mêmes. Je ne voudrais pas avoir l'air de systématiser. Évidemment, il y a des philosophes en France qui se sont intéressés à l'édition des textes. Il y en a qui ont traduit les textes philosophiques étrangers. Dès Victor Cousin, ça s'était passé. Victor Cousin a lui-même traduit, ou plutôt fait traduire et signer les textes d'un certain nombre de grands auteurs. Dans les ENS, ça existait aussi. J'observerai d'ailleurs que la conscience philologique était peut-être plus aiguë du côté de Fontenay que du côté de Saint-Cloud. Enfin, je constate que, par exemple, Michel Ledeuf traduisait Francis Bacon, Catherine Collet-Hélène traduisait Max Weber, et je constate que l'une et l'autre l'ont fait avec une angliciste dans un cas, avec des germanistes dans l'autre, ce qui veut dire qu'elles se rendaient compte que le matériau de la langue n'est pas un matériau transparent, que nous avons besoin de nos collègues linguistes, même si nous avons l'impression de maîtriser une langue étrangère, mais qu'il y a une épaisseur de la langue qui apparaît dans le véhicule qu'est le matériau philosophique. Donc ça, c'est la première faiblesse, disons, le manque de conscience philologique. La deuxième faiblesse, mais j'ai commencé à en parler, c'est au fond le mépris pour ce qu'on appelle quelquefois la doxographie, ou ce qu'on appelle l'histoire des idées.
ce qui est au croisement entre les grands systèmes philosophiques et le reste. Et justement, les sciences, la politique, la religion, la médecine. Si on regarde l'exemple des passions, par exemple, tout d'un coup, au XVIIe siècle, tout le monde se fait parler des passions. Descartes écrit un traité des passions, Spinoza consacre autre partie de l'éthique aux passions, Leibniz fait aussi un De Passionibus. Mais est-ce qu'on peut vraiment étudier ce qu'ils disent des passions dans le système sans se souvenir qu'au même moment, les médecins aussi fondent des théories des passions sur la nouvelle médecine, la nouvelle physiologie qui est en train de s'édifier? Si on ne se souvient pas que les théologiens parlent également des passions, pas seulement comme péché, mais aussi parfois comme moteur de la conduite humaine, si on se souvient que dans la littérature de l'âge classique, le thème des passions est un des thèmes centraux, par exemple, de tout ce qui se passe dans le théâtre, dans le roman, etc., etc. Est-ce qu'on peut imaginer un instant, et oui, hélas, on peut, de couper ce qu'on dit de ce thème des passions en philosophie de ce qui se dit ailleurs? Et donc ça, il faudrait pour cela accepter que la philosophie ait quelque chose à voir avec l'histoire des idées, quelque chose où elle est même quelque chose à apprendre. J'ai entendu une fois dans une soutenance de thèse un collègue dire « Oui, mais si on va par là, on tombe dans l'histoire des idées. » Ok, à partir du moment où le philosophe dit « on tombe » en parlant de l'histoire des idées, il a tout de suite construit une hiérarchie, où évidemment c'est lui qui est au sommet et les autres qui sont en dessous, et il s'interdit à ce moment-là le chemin, l'accès à toute une série de significations des œuvres que lui-même étudie. Donc voilà, une force, deux faiblesses, et puis une deuxième force. À côté de l'analyse des grands systèmes philosophiques, il y avait autre chose. Et je crois que c'est particulièrement lié au nom de Jean Toussaint de Santi, par exemple. Il y avait, à l'ENS Fontenay-Saint-Cloud, une réflexion sur les sciences qui justement renonçait à fonder les sciences. Le mot qu'utilisait de Santi, c'était s'installer dans les pratiques scientifiques. Ce que De Santi lui-même faisait pour les mathématiques, et il encourageait ses élèves à, je cite sa formule, s'installer dans les positivités, c'est-à-dire aussi à devenir anthropologue, linguiste, etc., etc. Il y a même un de ces philosophes linguistes qui est devenu à un moment directeur de cette école. Ça prouve que c'est un chemin qui mène à tout. Donc, la deuxième force, je dirais, de la philosophie à l'ENS, c'était ce regard quand même sur l'extérieur. Donc ça contredit un peu ce que je disais concernant le mépris de l'histoire des idées, mais ce regard sur un extérieur qui est finalement assez limité, qui est l'extérieur scientifique. Mais ce n'est pas rien. Donc ça pour un passé, disons, depuis que l'école prépare l'agrégation, depuis les années 50. Alors le passé plus récent, celui qui date des années 90, enfin les 10 années qu'on peut se donner comme arrière-plan pour comprendre ce qui se passe quand l'école arrive à Lyon en 2000, eh bien, c'est d'une part qu'on a continué sur cette lancée, on a continué à expliquer les systèmes philosophiques, on a continué à s'intéresser au travail scientifique. Bon, il y avait le travail de Michel Blay, il y avait celui de Vincent Julien, etc., etc. Et puis, il y a eu quand même un certain nombre de changements. D'abord, il a commencé à y avoir plus d'intérêt pour l'aspect philologique et pour les éditions et traductions de textes. C'est devenu une des caractéristiques peut-être de l'école, y compris d'ailleurs les effets que ça avait sur les cours eux-mêmes. Je pense que les cours de quelqu'un comme Bernard Besnier sont, bien que Bernard Besnier n'ait jamais fait lui-même traduction de texte, mais c'est quelqu'un qui avait une très forte conscience philologique des auteurs anciens. Lorsqu'il expliquait Platon ou Aristote ou Plotin ou Épicure, il pensait toujours à confronter les textes qu'il utilisait, les textes édités qu'il utilisait, avec ce qu'on pouvait savoir des sources. Il y a eu aussi, c'est le deuxième acquis, je pense, de cette période qui précédait immédiatement le départ pour Lyon, un intérêt plus fort pour l'histoire des idées, une réhabilitation de l'histoire des idées, d'où par exemple des séminaires et des colloques, des journées d'études sur les passions, puisque je prenais cet exemple. Et du coup, ça amenait un travail interdisciplinaire, un travail en commun avec les littéraires, avec les linguistes. Je me souviens d'une journée sur Machiavel qui avait été faite avec nos collègues italianistes, d'une journée sur le piétisme et les formes de mystique qui avait été faite en commun avec des germanistes, de journées sur les passions où une angliciste était venue
expliquer quel était le rôle des passions dans le théâtre de Shakespeare. Donc là, il y avait en sorte, du point de vue de la philosophie, quelque chose comme un mutant anglais qui venait enrichir l'éventail de la pensée philosophique. Donc, il y avait en quelque sorte comme un début de ce qu'on a appelé depuis les études aréales, c'est-à-dire que les philosophes se sont rendus compte qu'ils avaient, notamment avec les linguistes, des liens qui n'étaient pas simplement des liens instrumentaux, c'est-à-dire, s'il te plaît, corrige mes contresens quand je traduis Parménide ou quand je traduis Schelling, mais aussi des liens plus profonds, parce que la langue est porteuse d'une culture, que la langue a une tradition qui se reflète dans les catégories philosophiques elles-mêmes et dans le lien entre les catégories philosophiques et les débats qui ont eu lieu dans chaque tradition nationale. Le protestantisme pour l'Allemagne, les discussions littéraires à la Renaissance italienne, etc. Tout ça a eu des répercussions à l'intérieur même de la philosophie. Et, si j'ose dire, cet extérieur, elle le retrouve dans son intérieur. Et elle ne peut pas s'aveugler face à tout cela. Et d'autre part, j'insiste aussi là-dessus, s'ouvrir à l'histoire des idées, c'était pas seulement étendre le champ des objets que l'on étudiait, c'est-à-dire je n'étudie pas seulement Dieu, la substance, les attributs, mais aussi les passions, le droit d'insurrection, ce que c'est qu'une conversion, par exemple en religion, une chose comme ça, mais ça mène aussi à transformer les hiérarchies dans un champ. C'est-à-dire à remarquer que les grands systèmes philosophiques, ils ont été créés quelquefois en réaction à certaines polémiques, à certaines controverses qui ont eu lieu dans l'histoire des idées religieuses ou scientifiques au même moment. Ça amène donc à faire apparaître les contradictions. Ça amène à faire apparaître tout le tissu instable qui existe sous l'apparence statique des grands monuments philosophiques. Et du coup, ça amène à se rendre compte que dans l'histoire des idées, dans l'histoire de la pensée, y compris philosophique, il y a des discours dominants et des discours dominés. Que même si, ne serait-ce que pour des raisons de censure, mais pas seulement, tous les grands discours dominants des philosophes de l'âge classique sont des discours officiellement chrétiens, ils sont en dialogue, et nous avons besoin de le savoir, nous, pour les comprendre, avec des mouvements clandestins, avec des doctrines libertines, avec des circulations de manuscrits déistes, athées, etc., etc., qui ont été plus étudiés par nos collègues littéraires ou par des historiens que par les philosophes traditionnellement. Et en ce sens, il y a entre l'ouverture de la philosophie à ce champ d'histoire des idées et l'interdisciplinarité une connexion absolument nécessaire. Du coup, j'imagine Martial Guéroult revenant à cette table et me disant « Oui, mais si tu fais ça, tu vas perdre la rigueur que tu avais apprise en suivant mes cours et en étudiant la systématicité des doctrines. » Alors oui, c'est vrai. Si on fait de l'histoire des idées sans précaution, on risque de perdre l'école de rigueur qui était l'étude des grands systèmes philosophiques. Mais peut-être qu'à ce moment-là, il faut essayer de trouver d'autres formes de rigueur, d'étudier les méthodologies par lesquelles les littéraires, les historiens, les philosophes étrangers ont abordé l'histoire des idées. Et c'est, je crois, ce qu'on a fait à partir des années 1990 et qu'on continue à faire encore, c'est-à-dire porter attention à la méthodologie qui ne se limite pas à la simple règle d'exposition des systèmes. Donc ça nous a amené à nous demander, par exemple, comment quelqu'un comme Curtius étudiait la tradition des topoi, des lieux communs qu'on a hérités de l'Antiquité, qui se sont transformés au Moyen-Âge et qui imprègnent l'ensemble de nos formes d'écriture. La tradition, par exemple, consiste à dire que le monde est un théâtre. La tradition qui consiste à dire que je vais parler, mais je ne suis pas... Qui suis-je pour parler de ce sujet? Donc la tradition du préambule, la tradition de la comparaison du monde avec un théâtre ou avec autre chose, la tradition de la comparaison de la vie avec un voyage. Je suis parti d'un port, j'arrive vers un autre port, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Donc il y a toute une série de lieux communs qui sont en fait des instruments avec lesquels les philosophes et les autres ont pensé et ont fabriqué
y compris ce qu'il y a de plus original dans leur pensée. Donc, la méthodologie, ça consiste à regarder, voilà, ce que Curtius a mis en place comme méthode pour analyser cette histoire des lieux communs, ce que d'autres ont pu critiquer chez lui en avançant d'autres méthodes, par exemple ce que Léo Spitzer a avancé comme théorie de l'écart linguistique. Qu'est-ce qu'il y a d'original chez un auteur? C'est la façon dont il s'écarte dans sa langue du langage commun, ou bien ce que d'autres ont pu construire dans ce qu'on a appelé l'école de la réception. Donc toute une série de méthodes qui valent la peine d'être analysées, d'être articulées les unes avec les autres pour donner des résultats de plus en plus productifs. Alors faire ça, c'était un peu une révolution parce que traditionnellement, au fond, il y avait chez les philosophes l'idée que s'attarder sur la méthodologie, c'était un peu sale. Bon, la méthodologie, ça s'apprend sur le tas. Au fond, chaque doctorant apprend ce que fait son professeur et puis ça suffit. Par imitation, il saura bien ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors, ça a comme conséquence que, évidemment, les qualités de chacun sont produites, ses défauts aussi, et que on ignore même ce que font les autres, donc on ne peut même pas les critiquer, ou les critiquer sérieusement. D'où, voilà, je pense que quand on arrive à Lyon, en l'an 2000, on a cet acquis, ses faiblesses en partie surmontées, ses forces et ses tentatives de mettre en place de l'histoire des idées, de la méthodologie, pour enrichir un peu l'approche des philosophes. Qu'est-ce qui se passe depuis l'an 2000 ? Je dirais d'abord, pour parler depuis le plus extérieur, des conditions de travail qui sont différentes. Une interdisciplinarité qui s'est accentuée, un travail en commun avec les universités de la région, un renouvellement aussi du personnel philosophique. Alors c'est important, pas simplement parce qu'on a élu de nouveaux philosophes pour venir enseigner à l'école, mais aussi parce qu'on a recruté des chercheurs du CNRS. Il y a des philosophes qui sont au CNRS et qui ont comme lieu de travail l'ENS. Et ils apportent en commun, pas seulement quand ils viennent faire des cours, mais aussi quand ils viennent travailler au séminaire ou quand ils organisent des colloques, ils apportent aussi d'autres points de vue sur leur propre spécialité, l'histoire des sciences, l'histoire du handicap, l'histoire des objets techniques, etc., etc. Ils apportent un autre point de vue sur lesquels, sans lesquels les philosophes enseignants manqueraient peut-être de compléments. Et puis, outre les chercheurs CNRS, je le disais tout à l'heure, le développement des relations internationales fait que souvent des chercheurs étrangers, des enseignants et chercheurs étrangers, peuvent venir pendant un mois, pendant un an, organiser ici même des colloques et faire des livres en commun avec les spécialistes de l'école. Et enfin, le système des labos juniors, qui a été mis en place dans les années 2000, a permis que, outre les enseignants titulaires, des étudiants en master ou en doctorat commencent déjà à s'initier à la recherche, et le meilleur moyen de s'initier à la recherche, c'est encore d'en faire. Et c'est pour ça que on a eu en quelque sorte un décuplement du nombre de gens qui faisaient de la philosophie à l'école, et donc un décuplement des points de vue. Parce qu'évidemment, chacun de ces gens qui viennent de l'étranger ou du CNRS ou qui entament des doctorats ne sont pas tenus de répéter exactement ce que faisaient leurs prédécesseurs. Et enfin, puisque je parle des conditions extérieures, il me paraît important qu'il n'y ait pas de laboratoire de philosophie à l'école. Les philosophes de l'école sont répartis dans 2 laboratoires, l'IRIM d'un côté, Triangle de l'autre, qui sont des laboratoires interdisciplinaires. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de prendre l'habitude, dans ces laboratoires interdisciplinaires, de travailler avec des littéraires d'un côté, avec des sociologues des littéraires et des linguistes d'un côté, avec des sociologues et des politistes de l'autre, et ça les oblige à la fois à confronter leurs objets aux objets des autres, et aussi à modifier leur propre point de vue sur leurs propres objets. Enfin, la création du LABEX, Constitution de la modernité, nous a permis de travailler précisément avec aussi des historiens, avec notamment des historiens des religions, et de nous poser des questions en commun sur des objets qui sont en partie des objets philosophiques, mais en partie des objets des historiens, des littéraires, des spécialistes de religion et des études sur la laïcité, etc., etc. Bon. Tout ça, ce sont des conditions externes. Je passe maintenant aux transformations internes. Je vais aller plus vite. On a continué sur les aspects qu'on commençait à bien connaître.
l'édition, la traduction des textes de Bacon, de Descartes, de Spinoza, de Hobbes, d'Aristote, de Plotin, de Hegel. Tout ça a continué. Ce que j'ai appelé au début l'architectonique des systèmes, on a continué à le faire. D'abord parce que l'agrégation est toujours là. Et puis parce qu'encore une fois, c'est une excellente école de rigueur. Il n'y a aucune raison de s'en débarrasser. Mais on a poursuivi aussi dans d'autres directions. On a fait venir des enseignants qui pouvaient ouvrir à la philosophie analytique, à la philosophie de la cognition et à la réflexion sur les sciences cognitives, à la réflexion sur l'histoire des idées politiques et sociales, ou sur la politique contemporaine, à l'interaction avec d'autres disciplines, par exemple la recherche sur les pratiques artistiques. Et enfin, ce qui me paraît peut-être le plus important, c'est ce que j'appellerais d'un terme approximatif, le tournant anthropologique de la philosophie à l'école. On reproche souvent aux philosophes, et notamment aux historiens de philosophie, de s'intéresser seulement au texte, ou aux philosophies du passé. Alors c'est vrai, ça tient aussi au fait, sur lequel je ne peux pas appesantir ici, j'y reviendrai peut-être en conclusion, qui est que la philosophie a un rapport tout à fait spécifique à sa propre histoire. Mais c'est vrai que les philosophes s'intéressent beaucoup au texte. Mais qu'est-ce qui existe en dehors des textes? Est-ce qu'ils s'intéressent aussi aux choses? Alors, c'est quoi les choses? Dans la mesure où la philosophie a maintenant renoncé à parler des choses de la nature à la place des sciences, il n'y a plus de philosophie de la nature, les choses, en dehors des textes, ce sont les hommes, les humains. Alors, quand je dis qu'il n'y a plus de philosophie de la nature, il y a quand même une partie de la nature qui intéresse quand même pas mal les philosophes actuellement, et on l'a fait, sont les animaux. Et je serais prêt à dire que les philosophes qui s'intéressent le plus aux animaux, ça ne devrait pas être ceux qui écrivent sur les animaux, ça devrait être précisément ceux qui s'intéressent aux humains, parce que les humains sont des animaux comme les autres, d'abord, avant d'être des animaux différents des autres. Et moi, je serais prêt à défendre l'idée que le regard sur les animaux est peut-être une condition de possibilité du discours sur les humains, une zoologie transcendantale, en quelque sorte. Un autre nom de l'anthropologie philosophique, ou du premier degré de l'anthropologie philosophique. Mais enfin, c'est vrai que les nouveaux objets sur lesquels travaillent les philosophes, et je crois que c'est beaucoup plus prégnant depuis une vingtaine d'années, c'est le travail. Il y a eu pendant plusieurs années, les philosophes de l'école ont été liés à une ANR consacrée au travail. Et encore l'an dernier, nous avions organisé une journée sur la philosophie du travail. Et on devait encore organiser un colloque, et puis une pandémie est passée par là. Sur la religion, nous avons travaillé au sein de l'ISERL avec des historiens des religions, je viens de le dire, au sein du LABEX. Sur la médecine, et plus généralement tout ce qui concerne la santé, qui est chose qui ne concerne pas seulement les médecins. Sur la politique, travail, religion, santé, politique, ce sont tous les aspects de ce qu'on pourrait appeler l'anthropologie philosophique. Et ça se repère dans les recrutements récents qui ont été faits dans les 10 dernières années. Je voudrais revenir un instant sur cette notion d'anthropologie philosophique. C'est un syntagme qui ne va pas de soi. Pas plus que quelques décennies, lettres et sciences humaines ou sciences humaines et sociales. Anthropologie philosophique, c'est un syntagme qui désigne une discipline qui n'existait pas ou qui n'existait plus en France pendant très longtemps, alors qu'elle existait à l'étranger. Si vous regardez ce qui se passe en Allemagne, depuis Feuerbach jusqu'à Blumenberg, il y a eu tous les grands philosophes allemands ont pensé qu'une partie de leur travail, c'était l'anthropologie. Ils écrivaient des livres d'anthropologie philosophique. Et ça semblait n'avoir aucun effet dans la philosophie française. Et quand les philosophes français s'y intéressaient, ils le traduisaient dans d'autres sous-disciplines. Comme si le mot anthropologie était pratiquement un mot vulgaire qui ne pouvait pas être utilisé par la dignité philosophique. Et je constate que depuis quelques années, c'est en train de changer. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'au fond, l'unité de ces réflexions que nous faisons sur le travail, la religion, la médecine, la santé, mais aussi les questions de genre, les questions de domination, les questions d'exploitation, etc., ça ressemble bien au fond au contenu de l'anthropologie. Et là aussi, le renouvellement philosophie est, comme d'habitude, en consonance avec ce qui se passe dans la conjoncture extérieure à la philosophie, ou extérieure avec notre philosophie à nous,
je constate que c'est le moment où, depuis 10 ans, en France, on traduit les grandes œuvres de l'anthropologie philosophique étrangère, allemande notamment. Toute cette section, cette partie de la philosophie allemande qui était quasiment invisible, non traduite ou quand elle était traduite dans d'autres sous-disciplines, apparaît maintenant pour ce qu'elle est, comme quelque chose de massif, de fondamental, et à quoi les philosophes français s'intéressent de plus en plus. D'où, eh bien, le dialogue des philosophes avec la médecine, la coopération avec aussi les études littéraires, par exemple pour ce qui est de savoir ce que c'est que la douleur, ce que c'est que la souffrance, avec l'histoire des sciences sur ce point-là, et puis avec, au fond, comme parmi les humains, il y a une catégorie qui est celle que les philosophes oublient de situer, qui est celle des philosophes eux-mêmes, un regard réflexif, porté sur l'histoire de l'institution philosophique elle-même. J'ai commencé par là, je vais terminer presque par là. Qu'est-ce que c'est que l'institution philosophique? C'est quelque chose qui ne va pas de soi, qui a une caractéristique nationale, qui vaut la peine d'être étudiée. Ça vaut la peine de se demander comment a fonctionné l'institution, comment a été créée et a fonctionné l'institution qui nous a fait ce que nous sommes. Alors, du coup, on peut se demander quel est l'avenir de la philosophie à l'ENS. Qu'est-ce que va devenir maintenant? Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes qui rentrent à l'école? Vous pouvez faire de l'étude du système philosophique, c'est clair. Vous pouvez vous intéresser à l'édition et à la traduction des textes. Vous pouvez vous intéresser à ce que je viens de citer dans l'anthropologie philosophique. Et quoi encore? Alors, jusqu'ici, je me suis prudemment tenu à l'écart de moi-même, si j'ose dire. Dans un souci d'objectivité et d'impartialité, je n'ai pas cité mon propre travail. Et je crois que c'est normal quand on parle des acquis. Mais pour dire ce qui reste à faire maintenant, comme je ne veux pas avoir l'air de donner des normes ou des injonctions aux autres, bon, je vais prendre, faut bien que je m'y résigne, comme exemple mon propre travail. Qu'est-ce que je fais maintenant? Bon, comme tout le monde, il m'est arrivé d'expliquer les systèmes philosophiques du passé. Comme quelques-uns, j'en ai édité, j'en ai traduit. J'ai la faiblesse de penser que c'est ce travail d'édition et de traduction qui peut-être légitime mon travail d'explication et d'interprétation. Mais quoi d'autre? Bon, il se trouve qu'il y a très longtemps, je m'étais intéressé à Fernand Deligny, qui est un personnage tout à fait essentiel, à la fois un mythe et un contre-mythe, dans l'histoire de l'éducation, dans l'histoire du travail social, dans l'histoire du handicap. Et à l'époque, je m'étais intéressé, j'avais même publié un livre à son sujet, ça avait beaucoup intéressé dans le milieu du travail social, j'ai eu beaucoup de discussions là-dessus, ça n'avait absolument pas intéressé les philosophes. C'est exactement comme si j'étais sorti de ma discipline. Et je constate avec étonnement que depuis un peu moins d'une dizaine d'années, de plus en plus de philosophes s'intéressent à Deligny. Je ne suis plus le seul à travailler là-dessus, et il y a un vrai champ philosophique qui est en train de se dégager sur ces questions-là. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Deligny, je crains qu'il y en ait quelques-uns, je vais rappeler qui c'est. C'est quelqu'un qui a été lié au fond à tout ce qui concerne l'enfance, à toutes les institutions qui concernent l'enfance. Il a été instituteur en 38-39, avant la guerre. Pendant la guerre, il s'est occupé d'une école à l'intérieur d'un asile psychiatrique. Après la guerre, en 45-47, il a été chargé de diriger un centre de triage des pré-délinquants ou des enfants abandonnés de la région du Nord-Pas-de-Calais. Ensuite, il est arrivé en région parisienne dans les années 50, où les syndicats de cheminots, effrayés par le nombre d'enfants laissés à l'abandon, notamment à cause des déplacements des cheminots d'une région à l'autre, lui ont demandé de créer des structures pour s'occuper d'enfants dont certains étaient presque pré-délinquants et dont certains étaient déjà en train de verser en délinquance. Il a à ce moment-là créé, avec l'aide de psychologues et de médecins, une structure qui s'appelle la Grande Cordée, et avec l'aide du réseau des auberges jeunesse. Et ensuite, dans la fin des années 50, des années 60, il est parti dans le sud de la France où il s'occupait d'enfants autistes. Parfois en discussion avec des psychanalystes, mais où il avait des positions très éloignées de la psychanalyse, puisque lui s'intéressait au contraire, non pas au langage, mais aux activités des enfants hors du langage. Bon. C'est donc à la fois un itinéraire qui passe par plusieurs étapes et plusieurs institutions différentes, mais qui est même intéressant parce qu'à chaque fois on retrouve la même façon de se tenir, à la fois dans l'institution et en dehors, et de réfléchir sur sa propre pratique. Parce que Deligny est aussi quelqu'un qui écrit,
qui écrit des romans, comme Sartre, mais qui écrit aussi des réflexions sur ce qu'il fait, qui sont jamais de véritables, qui sont pas du tout des manuels, qui sont toujours très désarçonnants, très décevants pour quelqu'un qui chercherait des conseils pédagogiques ou psychiatriques ou autres. Donc, que font les philosophes qui s'intéressent maintenant à Deligny? Que font les philosophes Alors, il faut d'abord aller étudier, aller à l'école, si j'ose dire, se mettre à l'étude des institutions avec lesquelles ils travaillent. Se demander ce qu'était l'école, ce qu'était l'asile, ce qu'était la justice, puisqu'il y a eu aussi des enfants prédélinquants, ce qu'était la réorganisation des rapports entre justice, psychiatrie, psychologie infantile en 1945. Il y a un décret célèbre qui a totalement réorganisé le paysage à ce moment-là, et qui est menacé actuellement, je le signale au passage. Donc il faut apprendre ça. Il y a des faits, il y a des faits, des événements, des structures sociales. Il y a des populations, le travail social, les instituteurs, les psychiatres, les assistantes sociales, les psychanalystes qui sont concernés. Et puis il y a le travail de nuit là-dedans. Et le philosophe, sa première tâche d'abord, c'est d'apprendre tout ça, de s'intéresser à cette matérialité, à cette objectivité qui lui est extérieure et qu'il ne peut pas dominer comme ça, simplement parce qu'il serait celui qui réfléchit. Non, on ne réfléchit qu'après. Alors que peut faire un philosophe là-dedans? Je dirais, là, c'est une bonne illustration du fait que la philosophie n'a pas d'objet, mais qu'elle passe son temps à s'en donner. Le rôle du philosophe, peut-être, c'est de réfléchir sur ce qui se passe dans les crises des institutions ici, et ce que l'itinéraire de quelqu'un comme Fernand de Deligny révèle dans ces passages d'une institution à l'autre, dans les difficultés qu'il rencontre dans une institution, dans la façon dont il contourne ces difficultés, dans la façon dont il se saisit des occasions. Il aime bien dire, à propos des enfants, mais aussi à propos de lui-même, l'occasion fait le larron. Et cette formule, quand on y pense, elle peut donner beaucoup à réfléchir sur le rapport entre l'individu et la structure, sur le rapport entre la praxis individuelle et ce que l'institution propose à l'individu. Et je crois qu'à partir d'une réflexion donc sur cette réalité objective et sur cette articulation de plusieurs réalités objectives, le philosophe peut se demander, retrouver aussi ses propres questions sur qu'est-ce que c'est qu'une totalité, qu'est-ce que c'est qu'un collectif, qu'est-ce que c'est que l'action, qu'est-ce que c'est que les déterminismes et la marge de manœuvre des individus dans ces déterminismes, quel est le pouvoir des individus pour changer quelque chose, quelles sont les limites dans lesquelles il peut changer quelque chose, quels sont les risques d'enquistement de son action, etc., etc. Voilà. Tout cela, au fond, et je retrouve là le titre du LABEX auquel nous avons contribué, Constitution de modernité, ça peut nous permettre de réfléchir sur ce que c'est que réfléchir sur la modernité. C'est certainement pas avoir le souci d'être moderne, parce que avoir le souci d'être moderne, c'est un souci typique de tout ce qui s'apprête à passer de mode, mais plutôt rechercher ce qui spécifiquement produit, fabrique, constitue la modernité, c'est-à-dire la production de l'histoire des conflits du présent. Et étudier ces contradictions, étudier ces conflits, ça veut dire regarder cette matérialité et rejeter les illusions que les institutions nous proposent par elles-mêmes, que les traditions nous proposent. Autrement dit, peut-être, le rôle de la philosophie, c'est de nous dire cela. Rejetez vos institutions et préparez-vous à la lutte. Je vais arrêter ici pour laisser la place aux questions, mais... Alors, je vais lire les questions d'abord, si j'arrive à les retrouver sur mon ordinateur. Première question, qu'est-ce qui fait la spécificité de Martial Guéroult par rapport aux spinozistes? J'ai deux réponses possibles. La première, il n'y en a pas. Tous les spinozistes sont des élèves de Martial Guéroult, de près ou de loin. La deuxième, si on essaye de nuancer un peu, Martial Guéroult, c'est celui qui, en même temps que Sylvain Zach, Materon, Deleuze, nous a appris à lire Spinoza avec rigueur. Et on pourrait dire qu'une fois que c'est fait, on peut passer à la suite. Donc, on pourrait dire qu'il y a eu, à partir de Guéroult, il y a eu trois tendances successives dans l'histoire des études spinozistes en France.
Guéroult et aussi les autres, c'est ceux qui nous ont appris à lire les textes, à les prendre dans toute leur rigueur, dans toute leur structuration. Une fois que ça a été fait, qu'on s'est tous habitués à cette discipline et qu'on en est passé par là, parce que pour aller ailleurs, il faut d'abord en passer par là. Et une fois qu'on en est passé par là, qu'on a appris tout ce qu'il y avait à apprendre de cette architecture philosophique, la deuxième étape, ça a été de regarder des notions transversales. Qu'est-ce que c'est que le temps chez Spinoza? Qu'est-ce que c'est que l'expérience chez Spinoza? Qu'est-ce que c'est que le devenir actif chez Spinoza? Et qu'est-ce que c'est qu'est-ce que Spinoza doit aux autres et qu'est-ce que les autres lui doivent? Autrement dit, la question des doubles réceptions. Et puis, il y a une troisième étape, qui est celle que nous connaissons, je dirais, depuis 10 ans, 20 ans peut-être, qui vient plus des philosophes, mais auxquels les philosophes peuvent participer, qui consiste à se demander qu'est-ce que Spinoza peut apporter aux sciences humaines et sociales actuellement, puisque je remarque qu'il y a actuellement des psychanalystes, des sociologues, des économistes qui essayent d'importer les instruments intellectuels spinozistes dans leur propre discipline. Et ça, ce serait la métamorphose ultime de la philosophie, c'est-à-dire de se monnayer en instruments de travail différents qui sont utilisés par d'autres, y compris en les déformant, mais ça, y compris en les coupant des raisons pour lesquelles ils ont été fabriqués. Mais ça n'est pas grave. Il faut abandonner, je dirais, l'historiographie du contresens pour en arriver à une analytique de la créativité. Ce qui est intéressant, c'est pas de dire à un sociologue ou un économiste « Ah, là, tu t'es trompé, c'est pas ça que Spinoza voulait dire ». Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de dire « Ah, je vois que là, tu utilises une notion de Spinoza, ou d'un autre, pour éclairer ce que tu as à dire sur la production, sur ce que c'est qu'une crise, sur ce que c'est qu'un conflit social, etc., etc. » La deuxième question. Quand vous parlez de l'anthropologie philosophique, cela ne revient-il pas à ressusciter sur un autre plan la tentation impérialiste que la philosophie a eue en son temps à l'égard des mathématiques ou des sciences de la nature? Oui et non. Oui, bien entendu, c'est toujours un risque. Il est toujours grand chez les philosophes. Je me souviens d'une réunion dans l'amphi Descartes de la Sorbonne de l'association des professeurs de philosophie, où il y avait un de mes collègues qui parlait en disant, bien entendu, les sciences peuvent réussir à trouver quelques techniques intéressantes. Alors déjà, la réduction de science à technique, c'était quand même assez révélateur. Et aussi ce que ça révèle comme mépris des techniques dans la bouche de celui qui le disait. Mais, ajoutait-il, pour le penser réflexivement, il faut quand même que la philosophie... Bon, alors, il faut se débarrasser de cette attitude, évidemment. De même qu'on n'a pas à apprendre aux mathématiciens ce que c'est que les mathématiques, ni aux physiciens ce que c'est que la physique, on n'a pas à expliquer aux sociologues ce que sont les objets de la sociologie, ni aux linguistes ou aux économistes ce que sont les objets de la linguistique ou de l'économie. Mais en revanche, ça a un sens de confronter nos propres objets aux objets de la sociologie ou de la linguistique. Et ça a un sens aussi de faire interroger philosophiquement ces objets sans vouloir ni les fonder ni les juger, éventuellement pour les mettre en relation avec d'autres. Et là, je crois qu'il y a moyen d'avoir un dialogue avec les sciences humaines sans céder à la tentation impérialiste. On m'a lancé une troisième question, mais je ne vois pas arriver. Ah, si, voilà, elle arrive. Question, en revient-on à une forme de structuralisme dans la constitution d'un philosophique? J'allais dire, on n'en est jamais sorti. Au moins depuis Martial Guéroult. Et même après, à partir du moment où on pense que la pensée philosophique, et d'autres encore, ça n'est pas un entassement d'opinions, à partir du moment où on admet que ce n'est pas simplement un empilement, comme ce qu'on peut entendre à la radio, à la télévision ou lire dans le journal, mais où il y a une recherche de rigueur. Rigueur implique cohérence, cohérence implique structure, donc l'étude de ces structures, elle est structurale. Non, la vraie question, c'est pas de savoir si on revient à une forme de structuralisme, c'est de savoir quelle forme, c'est de savoir comment on se représente ce qu'est une structure. Ou bien
on se représente une structure comme une architecture fermée. Et dans ce cas-là, effectivement, on n'arrive plus à penser ni ce qu'est l'évolution d'un philosophe, et on risque de dire Descartes, c'est uniquement la méditation, Spinoza, c'est uniquement l'éthique, Leibniz, c'est uniquement la théodicée, Kant, c'est uniquement la critique de la raison pure, les trois critiques à la fois, etc. Et on n'arrive pas à comprendre comment une structure est en évolution, et on n'arrive pas non plus à comprendre comment une structure peut hériter de matériaux externes et donner des matériaux à des structures successives. Donc, ou bien on a cette conception figée de la structure, ou bien on comprend la structure comme une articulation entre différentes textures, donc comme un bricolage permanent qui fabrique de la cohérence et qui donc est capable d'importer des matériaux externes, qui est capable aussi d'en exporter. Et je dirais qu'on arrive à juger la puissance d'une structure philosophique, allons, soyons fous, au nombre de contresens qu'elle peut susciter dans l'histoire de la réception. Quatrième question. Concernant la philologie, vous avez essentiellement cité les travaux de N.S. Fontenay. Est-ce que c'est une approche genrée ? La pensée système aux hommes et la traduction aux femmes. Ben oui, bien sûr, c'est une approche genrée. Sauf que c'est pas moi qui l'invente. Dans une université, et notamment dans une discipline comme la philosophie, qui pendant 2 siècles a refusé la légitimité aux femmes, que peuvent faire les femmes ? Qu'est-ce qu'une femme qui veut être philosophe en 1930 peut faire ? Et j'ajouterais, c'est vrai aussi pour une femme qui veut être historienne des sciences, je pense à quelques cas précis, par exemple l'histoire de la chimie. Si elle veut être reconnue, elle a 2 solutions. Ou bien foncer et essayer de se faire reconnaître de force comme capable d'être philosophe, etc. C'est par exemple ce que fait Simone de Beauvoir, mais en un sens, du fait qu'elle faisait partie d'un mouvement comme l'existentialisme, où on ne séparait pas la philosophie de la littérature, elle se faisait reconnaître en même temps comme auteur littéraire, comme le faisait Sartre lui-même. Et l'autre solution, c'est d'aller conquérir sa légitimité ailleurs, c'est-à-dire dans le champ de la traduction ou de l'édition. Je me souviens d'un article de Françoise Balibar. Françoise Balibar, qui est à la fois une grande physicienne et en même temps quelqu'un qui a dirigé les volumes de la traduction française des œuvres de Einstein. Elle avait écrit un article qui s'appelait « La traduction, une activité spécifiquement féminine ». Elle avait mis un point d'interrogation à la fin. Je ne vais pas rentrer dans le détail de son argumentation, mais en gros, c'est à partir du moment où vous refusez la légitimité de parler par vous-même, vous avez la tentation d'aller parler en découvrant les possibilités de ce travail d'édition ou de traduction. Mais ce qui est remarquable, c'est justement ce qui se passe exactement comme dans la dialectique bien connue qu'on traduit à tort par l'expression dialectique maître de l'esclave, c'est que ceux qui croient pouvoir se passer de ce travail, c'est là le retournement du genre, ceux qui peuvent pouvoir se passer de ce travail d'édition et de traduction, donc ceux qui croient pouvoir parler tout seuls sans conscience philologique, finalement s'exposent au contresens, s'exposent à parler moins bien que ceux ou celles qui ont pris la peine d'aller se confronter à la rigueur des textes dans leur langue, et donc à aller chercher la pensée là où elle se trouve, c'est-à-dire dans les mots. Donc, est-ce que c'est une approche genrée ? Réponse, oui, l'histoire a produit cette approche genrée, mais en même temps, par une espèce de retournement ironique de l'histoire, c'est qu'il y a un moment où tout le monde se rend compte qu'il faut en passer par là. Et que cette activité que certains méprisaient, au fond, c'est une activité essentielle. Si j'ai le temps, une 5e question. Une citation de Dewey. « La philosophie se régénère, révisée, cesse d'être un instrument pour traiter les problèmes philosophes et devient une méthode cultivée par un philosophe pour traiter les besoins des hommes. » C'est ce que j'ai dit pour l'anthropologie philosophique. Mais bien entendu, cultivée par les philosophes, mais à la limite cultivée aussi par d'autres. Car s'il est vrai qu'il y a du philosophique en dehors de la philosophie technique,
il peut y avoir aussi de l'activité philosophique faite par d'autres que les philosophes. Ça ne veut pas dire qu'on autorise les gens à dire n'importe quoi. Les philosophes aussi, ça leur arrive de dire n'importe quoi. Mais ça veut dire que ceux qui, à l'extérieur de la philosophie, ont pris l'habitude de la rigueur à partir de leurs propres études disciplinaires, ont en quelque sorte un avantage quand ils viennent s'intéresser à des questions philosophiques, qui est qu'ils ont appris comment fabriquer des concepts, comment s'intéresser aux catégories philosophiques, comment confronter des arguments. Et en un sens, je dirais que le philosophique, non seulement étant aussi en dehors de la philosophie, fait pression sur la philosophie, mais peut-être aussi l'œuvre des non-philosophes. C'est tout simple. Toute une partie de ce que nous appelons la philosophie moderne a été fabriquée à partir de Calvin, de Galilée, de Machiavel, qui n'étaient pas des philosophes profession. Je crois qu'on pourra arrêter là-dessus. Alors, je dois rappeler encore une chose. Dans quelque temps, je ne sais plus la date exacte, vous me la dites. Le 11 février aura lieu la prochaine séance de ce séminaire. Qui est de Yasmine Bouaga, qui porte sur enfermement et migration. Enfermement et migration. Et maintenant, il est temps de fermer cette session et de migrer ailleurs. Je vous remercie de votre attention.